Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle étape de ce parcours vers demain sur le thème « Écoutez le cri de la terre et le cri des pauvres ». Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à écouter le cri de la terre et des pauvres dans un même mouvement. En voici quelques extraits. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de la maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Nous vous proposons de prendre quelques thèmes pour illustrer ce parallèle entre les souffrances des hommes et celles de la terre. Alors le premier sujet de réflexion est autour de la question de la faim, de la nourriture. Nos supermarchés, nos hypermarchés ont l'avantage de la praticité. Tout est au même endroit, les drives sont très bien organisés. Et moi je dois avouer qu'en tant que père de famille, nous les utilisons beaucoup. Mais les produits de ces supermarchés proviennent en moyenne de plusieurs milliers de kilomètres. Je crois que c'est 3-4 000 kilomètres en moyenne les produits que nous consommons dans nos supermarchés. Donc c'est énorme. Et cela implique beaucoup de choses, des chaînes de production, de logistique très très longues, nécessairement beaucoup de pollution quand on va chercher des produits très loin, et donc beaucoup d'impact et sur l'environnement, mais également sur les emplois. La région dans laquelle nous avons la chance de vivre regorge de petits producteurs qui travaillent de plus en plus en bio, qui ont un véritable savoir-faire. Et je pense que l'effort supplémentaire qu'il faut faire pour aller chez ces petits producteurs est souvent récompensé par de meilleures saveurs, par des bienfaits pour notre santé et par des relations de qualité, de la convivialité avec ces producteurs et puis avec les petits commerçants chez qui nous allons. Ils impliquent également des distances beaucoup plus courtes entre le producteur et nous. Et quand on fait les calculs, c'est jusqu'à 50 fois plus court. Donc ça, véritablement, nos petits actes d'achat ont de l'impact. Donc consommer un peu plus local, ça a des bénéfices, on peut penser, et sur l'environnement, avec moins de pollution, mais également sur les hommes, avec les emplois des personnes qui nous entourent. Deuxième sujet lié à la consommation pure, la consommation de viande. On sait que c'est un sujet important. Aujourd'hui, plus de la moitié des terres qui sont cultivées dans le monde le sont pour nourrir les animaux que nous allons consommer. Plus de la moitié des terres. Les vaches des filières qui sont souvent intensives, de plus en plus, sous nos latitudes, sont alimentées par du soja qui vient du Brésil. Et ce soja est produit souvent sur des terres qui ont été au prix d'une déforestation graduelle de la forêt. Voilà, on produit du soja en coupant la forêt, en la brûlant, pour nourrir nos vaches, pour que nous on mange de la viande, beaucoup plus de viande. Et aujourd'hui cet impact, il est très clairement environnemental au Brésil, mais dans d'autres pays, mais cet impact il est global, il est pour nous également. Mais demain, il y aura des conséquences également forcément sur l'homme. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur Terre, de plus en plus nombreux à consommer de la viande. On mange nous-mêmes 2 fois plus de viande que nos grands-parents, 2 fois plus de viande avec une population beaucoup plus grande, avec tout ce qu'on s'est dit avant. Donc on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est un progrès? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas changer peut-être nos habitudes, réfléchir à notre consommation? Alors justement, ce temps de carême peut être voilà un temps propice pour réfléchir à notre consommation. Quelle décision finalement, on peut se poser la question, quelle décision je prends pour consommer plus sobrement, de manière plus responsable, plus durable? Peut-on consommer un peu plus local, un peu moins de viande, en pensant que cela contribue à un état plus en phase avec le rythme de la planète?
Donc premier sujet, la consommation et la consommation de viande. Deuxième sujet, la question de la nudité ou de l'habillement. C'est un sujet également qui est traité, dont on parle dans Laudato Si. Quelques chiffres pour illustrer l'impact de l'industrie textile. Aujourd'hui, c'est 20% donc l'industrie textile, c'est 20% des eaux usées dans le monde. C'est 10% des émissions de carbone. Donc c'est autant que l'ensemble des vols, donc tous nos avions et tous nos bateaux. C'est le même impact en CO2 qui est lié à l'industrie textile. Donc c'est quelque chose aussi de très important. Un autre chiffre, pour fabriquer un seul t-shirt comme celui-ci, il faut 2500 litres d'eau. Et pour un jean comme celui que je porte, il en faut 10 000. Donc là aussi, un impact énorme. L'impact, il est donc, on pressent, il est environnemental, mais il est également pour l'homme, pour les pauvres. Très clairement, à court terme, aujourd'hui, à l'autre bout de la chaîne, ce sont des travailleurs souvent pauvres qui travaillent pour produire nos vêtements. Ce sont des gens qui sont alors c'est pas toujours le cas, mais qui peuvent être exploités, ou qui peuvent être, mais en tout cas qui sont un peu victimes de nos envies d'achat, et des envies d'achat importantes. Chaque Français par an, c'est 12 kilos de vêtements. C'est quand même quelque chose d'important. On a eu des cas très récemment, il y a quelques années, avec le Rana Plaza, où il y a eu 1000 personnes qui sont mortes dans un immeuble qui s'est effondré au Bangladesh. Tout ça parce que les conditions réglementaires n'étaient pas là, et puis que les conditions de sécurité non plus. Donc tout ce système qui existe, avec les grands acteurs, les grandes marques, où on va chercher du prix toujours moins cher, implique des conséquences. Donc on l'a vu, le CO2, donc la pollution, et également des conséquences sur les hommes qui travaillent à l'autre bout de la chaîne. Donc c'est quelque chose de très concret. À moyen terme, on sait que cette pollution qui va dans le sol, ça a nécessairement un impact très fort sur les populations qui vivent autour. On a le cas de la mer d'Aral, qui est en Ouzbékistan, on produit beaucoup de coton, c'est un grand producteur de coton. Cette mer, elle a quasiment disparu aujourd'hui, donc en 50 ans, il y a eu beaucoup de production, beaucoup pompé d'eau pour irriguer les champs de coton. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, elle a perdu 90% de son eau, cette mer d'Aral, et aujourd'hui, il ne reste plus que les pesticides. Et concrètement, ce que les experts constatent, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de maladies. Il y a des taux de cancer au niveau des enfants qui sont un des plus importants de la planète. Donc là aussi, des conséquences, on le comprend à court terme, mais également à moyen terme pour ces populations. Donc tout est lié. Alors Gonzague, là aussi, peut-être, on peut sûrement s'interroger sur notre consommation. Concrètement, que peut-on faire à notre niveau? Peut-être sans doute consommer moins et mieux. Consommer moins, c'est-à-dire réfléchir peut-être à l'utilité de notre achat. En a-t-on besoin de cet achat ou finalement c'est vraiment un envie, pour assouvir un envie, quoi. Consommer mieux, peut-être, c'est utiliser des sites ou des lieux de réutilisation des produits. Moi, je suis en train de penser à Emmaüs, je suis en train de penser à tous ces sites-là que l'on retrouve, ne serait-ce que Le Bon Coin, Vinted, Give. Ouais. Tu vois, et puis peut-être localement aussi, parce que on n'est pas dépourvu au point de vue local. On peut également donner finalement ces vieux vêtements qui peuvent servir à beaucoup de choses, ne serait-ce qu'à travers les réseaux relais, Var Azur-Linge et bien d'autres, quoi. Ouais, donc c'est autant de produits d'ailleurs autant de vêtements moins produits et qui sont réutilisés. Voilà, je pense qu'il y a de nombreuses solutions qui s'offrent à nous et je crois qu'il faut s'y intéresser, quoi. Très certainement. Donc ça c'était la deuxième piste, deuxième sujet de réflexion, la consommation de nourriture, maintenant la consommation des vêtements. Et là on propose de réfléchir sur la question de la place de l'étranger dans le monde. Alors là aussi un petit point de contexte un peu mondial. Le printemps arabe qu'on a connu en 2011, beaucoup d'experts attribuent l'émergence des révoltes qu'il y a eu dans ces pays en fait à des phases de sécheresse qu'il y a eu pendant plusieurs années, qui ont entraîné en plus avec de la spéculation mais une augmentation des prix du blé, d'où des situations un peu insoutenables pour les populations locales, derrière des révoltes.
Et alors, il y a des pays qui ont connu une transition politique. On peut penser à certains pays du Maghreb, et des pays pour qui ça a été la guerre, comme ça a été la Syrie. Et le résultat, donc là, encore une fois, le lien sécheresse, c'est les moments les plus chauds de ces derniers siècles, c'est en ce moment. Sécheresse, révolte des populations et guerre donc en Syrie. Résultat, la Syrie, ça a été 5 millions de personnes qui ont dû migrer. En Europe, on a connu l'arrivée de plus d'1 million de Syriens. Ça a été globalement très mal, souvent mal vécu. Mais quelque part, c'est peut-être un signe précurseur. Parce qu'à l'avenir, ce que nous disent les experts, notamment les experts du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est que le réchauffement climatique, tous les changements qu'on va avoir, rendront de nombreuses terres inhabitables. C'est vrai au niveau des tropiques, on peut penser à l'Afrique subsaharienne, et on va avoir des mouvements de population très très importants. On ne sera plus à l'échelle de 5 millions de personnes, on sera à l'échelle de centaines de millions de personnes. Donc derrière, ça nous pose nécessairement des questions, ça va faire bouger nos sociétés. Aujourd'hui, je crois que nos climats resteront, nos latitudes resteront tout à fait vivables. En revanche, on va avoir beaucoup de monde qui va frapper à nos portes. Ce sera plus vivable chez eux, les gens viendront chez nous. Donc la question, c'est comment on perçoit l'arrivée de ces personnes. Alors moi, Jean-Louis, dans le village dans lequel je vis, on a eu la chance d'accueillir, donc c'est vraiment à un niveau individuel, mais on a eu la chance d'accueillir une famille qui venait pour le coup d'Albanie, qui est venue pour des raisons pour le coup économiques. Au début, ça a été, donc on a été sollicité, au début avec plusieurs familles. Au début, très clairement, ça bouleverse des habitudes, on n'a pas forcément envie, c'est pas le bon moment, on a des choses à faire, nous c'était le cas, on a notre famille, donc on a un peu rechigné, et en fait, résultat, on s'est dit que c'était extraordinaire, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus aider. Nous, on a rencontré des personnes dans le village, nos enfants ont été touchés par ça, ils se sont rendus compte de la chance qu'ils avaient d'avoir leur vie, mais de rencontrer de nouvelles personnes. Donc en fait, ça a été plein de bienfaits, et donc cet exemple pour nous individuel a été je pense une véritable chance, quoi. Mais il a fallu qu'on l'expérimente, parce que conceptuellement, on n'avait pas forcément ça en tête, quoi. Alors Gonzague, moi cette expérience-là, elle est très, très, très intéressante, parce que finalement nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes et à créer du lien et à faire retomber, j'ai envie de dire, tous les préjugés que parfois nous avons. Et je crois qu'ailleurs aussi, il y a quand même une belle expérience qui a été vécue par nos paroissiens, qui a été mise en place à travers ne serait-ce que Hiver solidaire, et aussi à travers ce qui permet aussi une recherche plus spirituelle, qui est la fraternité Saint-Laurent, des lieux où il y a des lieux de réflexion, des lieux de rencontre, des lieux qui permettent vraiment de s'intéresser à l'autre et de s'enrichir de la différence des autres. Et là aussi, cela peut être un peu ça peut être un peu justement cette réflexion dont chacun de nous avons besoin. Peut-être la question que l'on pourrait se poser, moi il me semble, ai-je conscience de la fraternité universelle, cette fraternité universelle qui est chère au cœur du pape, mais aussi qui a été chère à certains saints. Je suis en train de penser à Saint François d'Assise, mais aussi au frère universel qui était le bienheureux Charles de Foucault. Comment est-ce que je prends soin des personnes les plus vulnérables? Ça, c'est vraiment la question que je pourrais me poser aussi. Quelle est l'action concrète que je peux décider et que je puisse mettre en place? Je suis en train de penser aussi sur la paroisse, parce que quand même on a une richesse, Je suis en train de penser au secours catholique, tu vois, aussi, aux conférences Saint-Vincent, aux visiteurs de malades, à la pastorale du deuil, qui n'ont pas peur d'aller à la rencontre de l'autre, de rejoindre l'autre là où il en est, de partir de là où il en est pour l'accompagner le mieux possible, Alors comment, se poser la question, comment je prends soin des personnes les plus vulnérables? Je crois que pendant ce temps de carême, c'est une bonne question, et on a à y donner une réponse.
Gonzague, cette expérience que vous avez eue avec ton épouse, avec tous ces gens qui ont permis à Gien de rencontrer cette famille étrangère et de mettre en route beaucoup de monde autour, ça a créé du lien, tout ça. Et sur hier, moi je crois que, j'ai envie de dire, nous sommes bien équipés sur ce plan-là. Je suis en train de penser à tous ces nombreux paroissiens, et tu le sais mieux que moi, quoi, qui ont participé à Hiver Solidaire, quoi, et qui ont créé du lien pour ceux qui étaient à la rue. Je suis en train de penser aussi à la Fraternité Saint-Laurent, qui essaie à sa manière aussi de créer des liens avec ceux qui n'ont pas forcément un accès à la parole de Dieu, puisque c'est un peu basé sur cette réflexion-là, et leur permettre justement de toucher du doigt de la parole de Dieu et de mettre un mot sur la parole de Dieu, de les intégrer, quoi, et ce fait de l'intégrer. Ça nous fait sortir, ça nous invite vraiment à sortir de tous nos préjugés, quoi. Partager ces expériences, quoi, cet enrichissement, partager l'expérience, s'enrichir de l'autre, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, et dans le monde d'aujourd'hui plus que jamais, quoi. Et là aussi peut-être ça peut nous aider à avoir un peu plus à réfléchir. Est-ce que j'ai conscience justement, parce que je pense que c'est l'importance là, de la fraternité, de l'importance de la fraternité universelle. Et en parlant de fraternité universelle, je suis en train de penser à deux grands saints là, moi, que j'apprécie énormément et que beaucoup apprécient. C'est Saint François d'Assise, avec vraiment ce regard, hein, sur l'autre, sur la nature, hein, et vraiment comment associer l'homme à la nature, et en ne pas oublier celui qui est à l'origine de tout ça, qui est le Créateur. Et puis aussi, je suis en train de penser au bienheureux Charles de Foucault, quoi, hein. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce que je prends soin des personnes les plus vulnérables, parce que je crois que c'est vraiment le gros point d'interrogation. On doit vraiment se poser en temps justement de carême, peut-être, comment je prends soin, oui, je répète, quoi, comment je prends soin des personnes les plus vulnérables. Quelle action concrète je décide de mettre en place. Et je suis là en train aussi de penser à tous les acteurs aujourd'hui qui sont de solidarité et de compassion sur cette paroisse à travers le Secours catholique, à travers les conférences Saint-Vincent de Paul, tu vois, et puis aussi les visiteurs de malades, surtout avec les réalités d'aujourd'hui qui ne sont pas faciles, et puis aussi à ceux qui sont au contact avec les personnes qui sont endeuillées. Tous ces hommes, ces femmes qui sont déjà en route, qui sont sur le terrain au quotidien, quelque part, savent rejoindre les autres, et ils le font avec leur cœur. Et dans l'Audate aussi, le pape écrit, ça c'est très important, le pape écrit « Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. Comment pouvons-nous contribuer à éliminer, ou du moins à soulager, sa marginalisation et sa souffrance ?» Et moi, il me vient aussi en tête justement ce passage du livre de Ben Sirac, « Tendre la main aux pauvres », tu vois, tendre la main aux pauvres. Et avec ce fait de dire, qu'est-ce que ça veut dire tendre la main aux pauvres? À un certain moment, nous qui avons bien souvent l'habitude d'avoir les mains dans les poches, peut-être il nous faut peut-être les sortir, quoi. On a beaucoup l'habitude de sortir les mains des poches pour pas mal d'autres choses et qui sont peut-être pas forcément utiles, mais peut-être sortir la main de nos poches pour la tendre à ceux qui en ont besoin. Peut-être ça, ce serait quelque chose de formidable, quoi. Ouais. Alors du coup, et peut-être en conclusion, donc, voilà, on a parcouru ces trois thèmes, donc la nudité ou l'habillement, la question de la faim, la nourriture, puis la question de la migration, et puis l'accueil des pauvres, la pauvreté sous toutes ses formes. Et donc chacun d'entre vous vous propose de prendre peut-être un temps de réflexion sur les questions que ça pose. Comment est-ce que je peux modifier ma consommation, faire évoluer ma consommation alimentaire, ma consommation vestimentaire? Comment est-ce que je peux changer mon regard pour ouvrir ma porte un peu plus à celui qui est en situation de fragilité, une personne malade, une personne âgée, une personne qui est à la rue, une personne migrante? Voilà, comment je m'ouvre un peu plus. Donc on a fait un survolage là de la situation à travers quelques points, il y en a beaucoup d'autres,
Et donc bon, ben, on a essayé de pointer ce qui pouvait être l'essentiel. Moi je suis en train de penser que l'on pourrait terminer cet entretien par une prière, et pourquoi pas solliciter justement la Vierge Marie. Je suis en train de penser à Cana, tu vois, et peut-être se découvrir réellement serviteur, et se mettre vraiment à l'écoute de la Vierge Marie, elle qui nous envoie justement vers le Seigneur en nous disant tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors peut-être aussi ça peut être une interrogation, où c'est qu'on en est dans cela. Et peut-être vraiment avec Marie reprendre cette belle prière quoi, qui est stimulante, et que l'on pourrait pendant tout ce temps de carême, mais aussi la faire nôtre au quotidien, pour justement vivre ce temps de service et avoir toujours ce regard attentif vers celui qui est pauvre, qui est dans la misère, qui est dans la nudité, qui est dans la faim. Et aussi, peut-être en reprenant cette prière aussi, qu'on est la prière de la diaconie, accueille Seigneur en ce jour mon désir de te servir. Je t'offre ce que je suis, ta grâce me suffit. Je ne demande rien d'autre afin de vivre selon ton évangile, uni à toutes celles et ceux qui, dans la diaconie de ton Église, cherchent à faire ta volonté. Amen. Merci. Et merci. Et merci à tous. Bonne fin de carême. Et puis à bientôt. À bientôt.